réaction, Jérôme Moisan. Il n'y a pas un jour sans qu'on évoque ce genre de comportement en France. Hier soir, ça vire au drame. Comment vous regardez ça de votre point de vue de policier? Vous êtes chaque jour un peu plus mis en danger dans l'exercice de vos fonctions. Très inquiet. Nos collègues sont de plus en plus exposés. On n'hésite plus à atteindre à leur intégrité. Je pense qu'on aura assez peu de réactions défavorables à la réaction de mes collègues, puisque mon collègue était grimpé sur le capot. Il y allait de son intégrité physique. Donc, il faut. Enfin, nous, on n'a qu'une aspiration, c'est que la réponse pénale à ces refus d'obtempérer soit forte, que les auteurs de ces refus d'obtempérer encourent des peines pénales plus importantes que les infractions qu'ils cherchent à dissimuler aux forces de l'ordre. Il n'y a que comme ça qu'on parviendra à mettre fin à cette situation avec une réponse pénale adaptée. C'est l'engagement que vous mettez tous dans votre métier. On sait qu'il souffre aussi d'une crise des vocations. Comment garde-t-on la foi quand on est justement, qu'on fait partie de ces gardiens de la paix et qu'on voit que sur le terrain, elle se délite de plus en plus, cette paix? Parce qu'il y a tellement de moments où on peut mesurer de quelle façon on vient en soutien, en aide à la population, à nos concitoyens, que ça fait oublier un peu le reste. Mais néanmoins, c'est dur parce que on a des policiers qui souvent sont en charge de famille, qui ont une vie sociale et qui tiennent absolument à garder toute leur intégrité physique. Donc, entre l'engagement du policier aux côtés de ses concitoyens et le risque encouru, c'est vrai que quelquefois ça questionne. On parle d'abord le chiffre de ces refus d'obtempérer recensés l'année dernière, enfin pour l'année dernière, on parle de 26 320 refus d'obtempérer, soit environ entre 20, toutes les 20-30 minutes. C'est un comportement qui est aussi en augmentation en zone rurale et périurbaine, plus 19,17% recensés. Et justement, et c'est ce qui nous intéresse, l'usage de l'arme à feu par le fonctionnaire de police. Regardez ces chiffres, 157 tirs sur des véhicules en mouvement, 157, donc là vous voyez les chiffres des différentes années, 157 pour l'année 2021, sur 26 320, ça veut aussi dire que contrairement à ce que certains veulent laisser penser quelquefois, les fonctionnaires de police ne sont pas des cow-boys et que l'usage de leur arme est heureusement en nombre infime par rapport au refus d'obtempérer qu'on leur oppose. C'est quelque chose auquel on pense forcément en situation. Jérôme Moisan, justement, attention, il faut que je me défende, mais si j'utilise mon arme, je sais que derrière il y a des conséquences, des procédures et des enquêtes un peu plus approfondies. Les policiers, ils utilisent toujours leur arme de service en réaction. Et en réaction, on n'a pas forcément ça à l'esprit. On est mis en danger, un voisin, un proche, un piéton est mis en danger. On réagit dans le cadre de la légitime défense, et s'il le faut, avec l'arme de service. Mais c'est vrai que, par contre... Avant de se retrouver dans ces situations dites rouges où il y a un danger important, imminent, forcément les agents ont ça à l'esprit et évidemment après l'action, ils sont hantés par cette situation, à se demander s'ils rentrent bien dans chacune des cases qui établissent la légitimité de se défendre et c'est une vraie charge mentale pour les agents. Les témoignages, on sent cette pression finalement toujours un peu plus lourde. Enfin, de l'extérieur, c'est ce que je ressens. L'exercice de ces fonctions devient de plus en plus compliqué. Oui, mais en fait, c'est à l'image de la société et les policiers sont en première ligne. Donc effectivement, c'est de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus d'hostilité, de plus en plus de risques, d'agressions directes. Et du fait du statut de policier, c'est ça qui est le plus embarrassant, le plus gênant, et inacceptable quelque part. Alors, il a changé votre métier, Jérôme Moisan. Oui, clairement. Et juste de rappeler que pour lire les textes qui encadrent la légitime défense, il faut 5 à 10 minutes. Et mes collègues, ils ont une fraction de seconde pour savoir s'ils rentrent dedans. Et il y va de leur vie souvent. Donc on a des collègues dont le métier a changé, dont le risque a augmenté, le risque d'intégrité physique, d'atteinte à leur intégrité physique, pardon, mais aussi le risque juridique. Parce qu'ils n'ont qu'une fraction de seconde, des fois ils font des erreurs, oui. Et du coup, ils sont soumis à la justice française. Et on a des collègues qui ont, j'allais parler de carrière, mais qu'importe la carrière, des vies abîmées définitivement. Et comment, selon vous,
on essaye de rétablir la situation? Est-ce que vous avez un espoir on évoque souvent sur nos plateaux des pistes, alors on sait qu'elles sont vastes, elles concernent différents domaines et qu'elles prendront sans doute beaucoup de temps à mettre en place. Est-ce que ça passerait par quoi selon vous? Alors, la solution, elle n'est pas exclusivement policière, même pas essentiellement policière. D'ailleurs, en fait, la solution, il faut qu'il y ait un débat de société pour la trouver. Parce que, en fait, il faut réprimer, certes, mais quand bien même on a réprimé, quand bien même on a emprisonné, si finalement ces jeunes-là, sans aucune évolution en termes de connaissances, d'expérience professionnelle ou quoi que ce soit, on les remet dans le même endroit, avec le même contexte, le même entourage, et ben, on va reproduire les mêmes faits. Donc il y a un vrai débat de société à conduire pour savoir comment on améliore cette situation. On sait aussi de la part de témoignages de policiers, que Sandra nous rapporte aussi régulièrement, que certains disent qu'ils sont obligés de prendre en compte ce nouveau risque par rapport au refus d'obtempérer dans leur choix de zone, par exemple pour effectuer un contrôle, choisir une zone de laquelle ils peuvent s'échapper rapidement, un fossé par exemple, vous le confirmez? Bien sûr, mais les collègues... Vous évoquez quelques quartiers, mais dorénavant, quasiment systématiquement, quand ils mettent pied à terre, ils sont très vigilants à l'échappatoire qu'ils s'accordent en cas effectivement de mise en danger. Mais oui, il y a une vraie prise de conscience de l'exposition au risque des collègues et ça change leur manière d'agir, oui. Ça veut dire que le risque, on sait, il est inhérent à cette profession, vous l'avez tous en tête, il est plus présent maintenant au quotidien pour chacun d'entre vous. Oui, oui. On a vraiment le sentiment que ça va crescendo, oui. Jérôme Moisan, on entend souvent la police nous dire on fait notre travail, derrière la justice ne suit pas. Dans ce cas-là, de la prison ferme, enfin de la prison ferme pour une attaque de commissariat. Rien à dire. On s'en prend à des policiers, on va en prison, rien à dire. Demain, leurs petits camarades de jeu verront qu'il manque à l'appel. C'est un côté pédagogique. Pour nous, tout est parfait. Comment on peut expliquer cette fermeté-là alors qu'elle a été, son manque a été dénoncé de nombreuses autres fois par le passé? Je pense qu'on a quand même un certain nombre de magistrats qui sentent un peu la pression. On rend la justice du peuple. Et il semble que le peuple commence à mettre une certaine pression sur la réponse pénale. Selon le parquet, des messages sur plusieurs groupes de discussion donc sur l'application Snapchat ont démontré que l'attaque des agents de police avait été orchestrée par un groupe d'individus. C'est exactement ma question. Ça va dans le sens que vous défendez, Christian Proutot, régulièrement sur ces plateaux, que les enquêteurs, là, se sont basés sur ces messageries. Tout à fait. Et le fait qu'il y ait des restrictions qui ont été entérinées par la Cour de cassation sur les données de connexion peut prêter à question pour le travail des enquêteurs. Parce que je crois qu'il faudrait ouvrir presque une information permanente sur la formation des groupes à des fins criminelles, sur des groupes de ce type Snapchat ou autres, et donc avoir la possibilité d'avoir cette surveillance, non pas après des faits, puisque là, l'ouverture de l'information, c'est elle qui a permet l'accès à ces... Mais de pouvoir le faire en continu sur, en plus, une population que l'on connaît très bien. Et ça, à mon avis, ça permettrait d'anticiper. Une vraie clé de blocage, effectivement, comme le dénonce Christian Proutot. Vous n'avez pas accès à ces réseaux de téléphonie ou de on n'a plus accès, les instructions tombent, il y a effectivement eu une décision. Et les services d'investigation commencent à avoir les décisions, les instructions qui leur arrivent. C'est un vrai fléau et surtout une vraie incompréhension. Ça va obérer clairement les enquêtes. Et on ne comprend pas bien comment, au nom des libertés publiques, on peut conduire à entraver la première de celles-là, qui est d'aller et venir en toute sécurité. Pour un citoyen lambda, on a souvent l'impression que dans le cadre d'une enquête de police, toutes les barrières se lèvent et que vous avez accès à tout ce qui est nécessaire pour mener à bien votre enquête. Ce n'est donc pas vrai dans les faits. Oui. Et alors évidemment qu'il faut un cadre, mais il ne peut pas être aussi restrictif que celui-ci sans l'accès aux données data des téléphones. Un bon nombre de procédures n'aboutiront pas comme ça peut être le cas actuellement, c'est certain. Donc on a eu 10 ans de prison. On se félicite de la fermeté de la justice dans ce dossier-là. On rappelle toutefois que les attaques de commissariats sont devenues hebdomadaires. Il y a chaque semaine en France des commissariats qui se font attaquer. Il y a un travail de fond
à refaire là pour que l'autorité de l'État soit réaffirmée dans ces quartiers où elle est attaquée toutes les semaines. Oui, bien sûr, et particulièrement celui de Vitry-sur-Seine, qui l'est, vous le disiez, de manière quasi hebdomadaire. Et jusqu'alors, on avait, je ne crois pas, confondu d'auteur de ces violences envers le service de police de Vitry. Et nous, on invoque souvent la peine pénale qui a aussi une vocation pédagogique vis-à-vis du groupe ou de la cité. Et on verra bien s'il y a réitération après l'emprisonnement de ces trois-là. Ça veut dire que sur le terrain, à Vitry, pour prendre cet exemple-là, on n'arrive pas chaque semaine à assurer suffisamment la sécurité, à protéger ce commissariat et ses fonctionnaires de police. Ce commissariat, il est au pied de la cité, au cœur de la cité. Donc, c'est compliqué Il ne s'agit pas d'incriminer les agents de police. Non, c'est pas ça. C'est juste que d'abord, les agents de police du commissariat de Vitry, ils sont là pour une mission de sécurité publique et pas une mission de sécurité de leurs locaux. Donc, ils sont engagés dans leur patrouille. Alors, il y a sûrement 2 ou 3 effectifs qui sont présents dans les locaux la nuit, mais pas de quoi éviter ou repousser un déferlement de violence comme ils en font l'objet régulièrement. Et encore une fois, on est au milieu de la cité. Dès qu'il y a ce genre d'attaque et que les renforts sont là, on fait un quadrillage et ça se calme, mais on ne peut pas perpétuellement avoir un quadrillage de policiers autour du commissariat de Vitry et de tous les autres. J'imagine. Oui, globalement, mes collègues rêvent pas d'être craints. Ils ne sont pas passionnés à l'idée de craindre non plus, évidemment. L'idée, c'est en fait qu'on soit dans une société pacifiée et que, on respecte l'autorité et non pas la violence ou la légitimité de violence des policiers, mais leur autorité conférée par leur qualification judiciaire, le fait qu'ils soient dépositaires de l'autorité publique. Et pas plus. Mais pour ça, il y a un bout de chemin à faire. Ouais.